l'Allemagne pense qu'en écrasant la France très rapidement, elle va pouvoir envoyer ses troupes vers l'Est pour pouvoir conquérir rapidement la Russie. Elle part de ce principe, étant donné que la Russie est un très grand pays, donc elle va mettre beaucoup de temps pour mobiliser ses soldats, et l'Allemagne pense avoir le temps d'écraser la France pour ensuite rebasculer vers la Russie. Bon, force est de constater que ça ne va pas vraiment se dérouler comme ça. Et le plan français, lui, le plan 17, consiste en une protection avec l'implantation de pas mal de régiments et pas mal de bases fortifiées, justement le long de la nouvelle frontière. Donc se produit l'assassinat de l'archiduc, les alliances se mettent en place, et suite notamment à l'assassinat de Jaurès, alors c'est un élément purement symptomatique, ce n'est pas une des causes du déclenchement de la guerre, mais il y a l'ordre de mobilisation qui est lancé le 2 août 1914. Alors l'ordre de mobilisation, c'est une reproduction de l'affiche que vous avez sur le côté, c'est quoi? C'est le fait pour la France de rappeler sous les drapeaux, de rappeler dans les régiments, l'ensemble des hommes qui ont entre 20 et 35 ans dans un premier temps. Alors juste un petit point de détail, avant de poursuivre, qu'on ait tous le même discours, on parle de l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, c'est un empire, voire même plus qu'un empire, c'est une confédération. C'est-à-dire que c'est de nombreux petits royaumes, de petits duchés. Donc c'est plusieurs petits royaumes, plusieurs petits duchés qui se sont associés, parce que dans un premier temps c'est plus une association, et qui ont élu à leur tête, qui ont nommé à leur tête un des rois, en l'occurrence le roi du royaume le plus important, le royaume de Prusse, Guillaume II, qui va donc être nommé Kaiser, empereur. Civil et militaire, qui l'emporte. Je vous les montrerai au fur et à mesure, il y a quand même beaucoup de choses à mettre dedans. Donc on va lui confier un sac à dos et une musette d'allègement. Alors la musette d'allègement, vous la voyez sur la petite image là, elle se situe sur le côté. Cette musette d'allègement sert aux soldats pendant les périodes de combat à l'identification. Alors je vous parlerai de la nécessité d'identifier les soldats après. Donc sur sa vareuse, on va retrouver quoi? Tout d'abord un chiffre au niveau du col, ça s'appelle des pattes de colle. Donc là, un chiffre plus des galons, enfin des petits liserés bleu foncé. Ça fait, on sait que le bleu foncé c'est pour l'infanterie, donc là c'est le 296e régiment d'infanterie. On sait que ce soldat-là appartient à ce régiment. On sait également que c'est à l'infanterie parce que vous regardez sur les boutons et on retrouve ce système sur certains casques. On voit une espèce de boule avec du feu au-dessus, c'est la grenade de l'infanterie. Donc on sait que ce soldat appartient au 296e d'infanterie. Sur sa manche gauche et droite aussi d'ailleurs, on retrouve deux galons qui sont transversaux et foncés, donc c'est un soldat, c'est un homme du rang, et le grade correspond au grade de caporal. Donc on sait que c'est un caporal déjà. Ensuite, il a un insigne là. Alors tous n'ont pas un insigne comme ça c'est un insigne de spécialité, c'est-à-dire qu'il a été formé un petit peu plus que les autres. Et là, en l'occurrence, sa spécialité, ça va être le canon de 37 mm. Alors normalement, le canon, c'est réservé à l'artillerie. Là, en l'occurrence, je vous montrerai les obus de 37 mm après. C'est des canons qui sont réservés, eux, à l'infanterie. C'est des petits canons de tranchée. Ensuite, on trouve des chevrons. Alors, côté gauche uniquement, c'est ce qu'on appelle des chevrons de présence au front. Alors, pour la petite histoire, à partir de 1915, 2 chevrons pour 6 mois et après un chevron par semestre supplémentaire. Ça a donné une terminologie dans le langage. Quand il sera, alors pas tout à fait, non. Quand il sera à l'extérieur, enfin dans la caserne, mais en dehors des périodes de combat, il sera équipé d'un calot. Alors là, juste pour vous montrer la différence, vous voyez le calot, il a un liseré rouge. Donc là, c'est plus l'infanterie, c'est l'artillerie. Les gens du génie ont un liseré jaune. Il a également des galons qui sont dorés et qui pour le coup sont droits. Donc ça sera un officier, en l'occurrence un lieutenant. Donc quand il sera en caserne, ça sera le calot. Quand il sera à l'extérieur, donc là on en a un début de guerre et un fin de guerre. Quand il sera à l'extérieur, dans le monde civil, il aura un képi. Alors donc là, le képi bleu horizon qui va avec sa tenue. Ça, c'est un képi entrée de guerre qui donne pareil pas mal d'indications, notamment grâce à la couleur et aux chiffres qui correspondent au 15e régiment d'infanterie. Ça, c'est pour l'extérieur. En début de guerre, en 1914, des soldats vont partir au combat. Comme je vous dis, on n'est pas sur cette tenue-là, on est sur la tenue des Diables Rouges. Ils vont partir au combat avec un képi également. Bon, il n'y en a pas, j'en ai pas là. Pourquoi ils partent au combat avec un képi? Parce qu'on est dans l'idée d'une guerre de mouvement. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'alourdir la tête avec un casque. Chacun son truc. Et en fait, lui, il a mis en place ce petit système. Vous voyez, c'est des petites fléchettes
tout simple, un petit peu alourdi au bout. Et en fait, comme l'aviation pendant la Première Guerre mondiale n'était pas forcément efficace, puisque les moteurs ne permettaient pas d'emmener beaucoup d'armes, beaucoup de choses comme ça, ils mettaient à peu près 500 fléchettes de ce type-là dans des espèces de petites caisses en métal, et quand ils survolaient les autres soldats, ils lâchaient ce type de, enfin ils lâchaient des caisses comme ça. Ça lâchait une centaine de mètres de hauteur, c'est une capacité de pénétration d'à peu près 60 cm dans le corps humain. Ils vont nous aider, ils vont nous filer un peu de matériel, enfin ils vont nous vendre du matériel à prix d'or. Ils vont déclarer la guerre après l'incident, après la catastrophe du Lutetia, donc un bateau qui a été coulé par les sous-marins allemands. Par contre, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à l'époque, il faut quand même une paire de semaines pour traverser l'Atlantique. Hein, ça ne prend pas, comme maintenant, 3 heures en avion, quoi. Donc les Américains vont arriver en France à partir de 1918, courant 18, et vont vraiment être efficaces en juin-juillet 1918. Donc on ne va pas dire qu'ils arrivent selon les pays. Sur celui-ci, ça c'est un modèle français et on voit donc à l'arrière, marqué République française, la grande guerre pour la civilisation de 14-18. En Angleterre c'est un autre modèle, etc. On retrouve la médaille des prisonniers, la médaille des secours alors SB, secours aux blessés, qui était attribuée souvent aux femmes, etc., qui étaient infirmières. La croix, parce que donc rond c'est médaille, croix c'est croix. La croix des engagés volontaires. Celles-ci elles sont assez sympathiques. On retrouve la bataille de la Marne. Alors celle-là c'est la commémo, c'est des commémoratives de la bataille de la Marne. Il y a eu 2 batailles de la Marne, une à l'aller et une au retour, donc une en 14 et une en 17. Moyen-Orient, parce qu'il y a eu également des combats du côté de la Grèce, Chypre, etc. Celle-ci elle est assez sympa, je en reparle juste après. Verdun, toutes les unités françaises sont passées à Verdun, parce qu'à l'époque le maréchal